Abracadabra. Donc bonjour à tous, merci d'être venus. Aujourd'hui, je vais vous parler de GPGPU, c'est-à-dire l'utilisation des cartes graphiques pour réaliser des calculs généralistes. Et j'aimerais commencer d'abord par une petite question. Selon vous, quel est le ratio de performance entre les CPU et les GPU actuellement? 20? Ah, c'est optimiste. Bon, ouais. Donc ouais, c'est peut-être pas 20, mais facilement 5, même avec les bêtes de course, genre Core i7 versus Nvidia Tesla. Et c'est assez paradoxal parce que les cartes graphiques sont devenues tellement puissantes, on se dirait, bon, on a envie de tout faire dessus, mais en pratique, on s'en sert que pour jouer, et on laisse le processeur faire tout le travail. Donc, le but de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous pousser à mettre les GPU au travail, y compris depuis Java. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu les concepts de base d'OpenCL, vous montrer comment les mettre en pratique avec JavaCL, et puis terminer avec une petite note sur ScalaCL et vous montrer comment ça peut accélérer et vous éviter d'apprendre OpenCL carrément. Alors, tout d'abord une petite note sur moi. Je suis un développeur C++ et Java avec un background dans la 3D et dans la finance. Et je passe beaucoup de temps, beaucoup de mon temps libre à travailler sur des projets open source liés à l'interopérabilité entre Java et C++. Donc j'ai notamment créé Generator et Bridge qui permettent de générer des bindings très facilement et je m'en suis servi pour créer JavaCL et ScalaCL. Donc OpenCL, en un mot, un peu plus, c'est OpenGL pour faire des calculs généralistes. C'est la version non 3D. Pour ceux à qui ça ne parle pas, on pourrait plutôt décrire ça comme un environnement d'exécution multiplateforme. Et la comparaison avec Java s'arrête là. Alors, pourquoi utiliser OpenCL? Parce que ça vous donne de la puissance quasiment gratuite. Même en écrivant du mauvais code, vous aurez des speed-up de x10 à x100 sur du code qui s'y prête. C'est disponible sur toutes les cartes graphiques, enfin tous les vendeurs de cartes graphiques fournissent des drivers OpenCL. Ça permet également d'utiliser les CPU, ce qui fait que ça ne vous isole pas dans un device particulier. En plus, c'est très proche du matériel, ce qui fait que ça vous permet d'exploiter au maximum tout ce qui est multicœur, tout ce qui est SSE, SIMD en général. Et des fois que vous ayez de la visualisation dans votre code, ça permet de mettre les informations plus proches de la visualisation. Alors, qu'est-ce qu'on exécute au juste dans OpenCL? Il y a deux types de charges utiles. Il y a les tâches, qui sont juste des fonctions, qui sont vouées à être appelées à la demande. Et il y a des kernels, qui sont des fonctions vouées à être appelées des milliers de fois, voire des millions de fois, en parallèle. Partiellement en parallèle, avec à chaque fois un indice qui varie sur 1, 2, 3, x dimensions. Alors, ces tâches et ces kernels sont asynchrones et enchaînables. Donc chaque opération renvoie un événement de complétion qui peut attendre, elle peut également attendre d'autres événements, ce qui permet de créer un workflow qui peut contenir des lectures, des écritures, des exécutions, et on peut être notifié quand le workflow est terminé pour récupérer les résultats et les exploiter. Alors, prenons un exemple de boucle C, un code très simple qui calcule des sinus et des cosinus d'un tableau d'entrée et qui met ça dans un tableau 2 fois plus grand, un tableau de sortie. Si on essaie de traduire ça en OpenCL, de le faire s'exécuter en parallèle, ça ressemble pas mal à l'original, sauf qu'il n'y a plus de boucle. La fonction devient un kernel, et le corps de la fonction permet de récupérer l'indice d'exécution parallèle. Donc ça va être exécuté autant de fois que nécessaire, donc length fois probablement. Et donc il y a quelques petites particularités, notamment des fonctions qui permettent de faire de la trigonométrie rapide et des choses. Donc voilà, c'est du C. C'est un dialecte du C, plus précisément. On a droit à des fonctions de mathématiques vectorielles qui permettent de faire du SIMD sur des float 4, des int 8, tout ce qu'on veut. L'activité principale, les entrées-sorties, on lit des images ou des positions de pointeurs, donc de buffer, on écrit dedans, et éventuellement on peut être amené à synchroniser, il y a des conditions dans lesquelles plusieurs exécutions peuvent être regroupées et partager de la mémoire. Ça devient un peu plus compliqué. Alors,
Ce code, ces kernels, ils doivent être pris en charge et mis en scène par un code hôte qui est chargé de créer des contextes en rassemblant des périphériques, de créer des fils d'exécution, de charger le code source des kernels et de les compiler, de demander à OpenCL de les compiler, d'allouer des buffers, de planifier des exécutions et des workflows, et de lire les résultats. Et ce code hôte peut être fait en C, en C++, en Python, en Java, ou d'autres, notamment en Lisp. Bon, nous, on s'intéresse au Java, évidemment, ici. Donc JavaCL, qui est sous licence BSD, c'est historiquement les premiers bindings OpenCL disponibles. Il y a toute une API orientée objet au-dessus des bindings qui miment le C. C'est disponible pour les utilisateurs Maven très facilement. Il y a une communauté active et c'est même détaillé dans au moins un livre. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, si ça veut bien. Donc voilà. L'exemple que je vais vous montrer est tiré du tutoriel, donc vous pourrez le retrouver en ligne très facilement. Ici, on va faire 2 passes de calcul qui sont ultra basiques, c'est le Hello World du GPGPU. Donc la première passe, on va remplir 2 tableaux avec les sinus et les cosinus avec les sinus et cosinus de i. Donc c'est ultra bête. Ça c'est la première passe. Donc voilà, on prend un tableau d'entrée A, un tableau B, une taille qu'on ne doit pas dépasser. Pour des raisons techniques, on est obligé de toujours tester qu'on n'est pas au-delà. Et on sort dans A et dans B les cosinus de I et les sinus de I. Très simple. La deuxième passe, on prend les mêmes tableaux A et B. On a un tableau de sortie dans lequel on met A plus B, AI plus BI. Trivial. Alors, si vous utilisez Maven, il y a un petit plugin JavaCL pour Maven qui permet de générer du code Java qui va automatiquement vous fournir une interface typée pour ce code OpenCL. Donc, ça donne un truc comme ça. Donc, il y a un petit paragraphe à ajouter par ici. Et quand on compile, on obtient... Alors, j'aurais dû mettre... On obtient une classe qui prend dans son constructeur un contexte OpenCL et qui va se charger de tout, de charger le code source depuis le class path, de caster les arguments et de les mettre dans le kernel, de faire tout ce qu'il faut. Et ça présente à Java une fonction fill-in-value, enfin une méthode fill-in-value et une méthode add-float qu'on va pouvoir utiliser comme si c'était du code natif. Et ça, à chaque build, ça va être mis à jour par le plugin et donc on est plus ou moins type safe vis-à-vis de son code OpenCL. Donc ce programme-là, ce wrapper-là, voyons voir comment il est utilisé. Voici un exemple. Voilà. Exemple ultra bête. Donc on commence par créer un contexte OpenCL. Et là on demande carrément à JavaCL on lui fait confiance de nous choisir le meilleur contexte. Alors on peut lui dire, choisis-moi le meilleur contexte, il va regarder entre les CPU, les GPU, qui prétend avoir le plus de puissance de calcul, il va faire sa petite sauce, il va nous le donner, mais on peut lui demander également explicitement qu'on veut un GPU, on peut lui dire qu'on veut préférentiellement un périphérique qui gère bien les nombres à double précision, parce que c'est pas le cas de toutes les cartes graphiques. Enfin voilà, on a plein de possibilités pour le choix des devices, et on peut évidemment énumérer manuellement toutes les plateformes, parce qu'il peut y avoir plusieurs implémentations OpenCL sur chaque ordinateur, énumérer tous les devices et choisir comme on veut ces devices soi-même. Donc on crée un contexte, et ensuite on crée une file d'exécution. Et donc là, pareil, on fait confiance à JavaCL. On peut donner plein de détails, il y a plein de variantes, mais on veut juste une file d'exécution par défaut. À partir de là, à partir du contexte, on peut créer des ressources. Donc, on crée 2 floats de buffer d'entrée-sortie, les fameux tableaux A et B qui vont nous servir de sortie dans la première passe et d'entrée dans la deuxième passe. Et on crée un tableau de sortie final. Donc, à chaque fois, on doit dire pourquoi on l'utilise. On dit bien input-output. Ou juste output, JavaCL va en tenir compte, OpenCL va en tenir compte dans ses stratégies de caching, etc. Donc après ça, on crée notre objet wrapper, qui a été auto-généré. On décide des dimensions d'exécution et des longueurs d'exécution. Donc là, on dit qu'on va exécuter n fois chacun de nos kernels. Et on les appelle. Donc on appelle le fill-in values. Voilà, on appelle le fill-in values avec les tableaux d'entrée A et B, la taille n
et les informations sur combien de fois on veut exécuter ce kernel. Et ça nous renvoie un événement de complétion qui nous dira quand cette opération, quand ce kernel aura fini de s'exécuter. Alors on pourrait bloquer ici, dire j'attends cet événement avant de faire quoi que ce soit d'autre, mais ça bloquerait le CPU par rapport au GPU, ça permettrait pas d'être plus rapide, etc. Donc ce qu'on fait, c'est tout simplement, on va appeler la deuxième passe tout de suite, en lui donnant les arguments qu'il faut, et en lui disant à la fin, donc il y a une liste variable d'événements qu'on peut ajouter, en lui disant d'attendre que FillEvent soit terminé avant de faire son propre travail. Bah ça nous renvoie à un autre événement, l'événement add. Et cet événement, bah pareil, on sait que quand ça sera fini, on pourra lire les données depuis le tableau de sortie. Bah, tout simplement, on va demander tout de suite à lire le tableau de sortie en lui disant d'attendre l'événement précédent, etc., etc. Donc on chaîne tout ça. Il se trouve qu'ici, ça va bloquer parce que c'est un appel bloquant. Il y a des appels non bloquants pour la lecture. Et donc ça nous renvoie directement un pointeur natif vers les données de sortie qui ont été recopiées une fois que tout est terminé. Et on peut afficher les premiers résultats, ce qui donne... c'est pas très intéressant, hein, c'est des trucs numériques, voilà. Donc voilà, ça c'est le b.a.-ba d'OpenCL, ça montre comment on utilise les wrappers. On peut se passer des wrappers, hein. On peut très bien charger le code source soi-même, demander à OpenCL de le compiler, récupérer les fonctions avec leur nom et mettre les arguments un à un, mais on n'a aucune garantie qu'on utilise des bons types d'arguments, qu'on a le bon nom de fonctions et qu'on est toujours à jour avec le code OpenCL. Donc cette méthode-ci est plus safe. Alors, ça c'était un exemple tout simple. Alors, au passage, j'en profite pour mentionner le fait que JavaCL utilise des bindings auto-générés par Generator, qui est un de mes autres projets. Et donc ça donne quelque chose qui est très proche de la signature C, mais bon, c'est des méthodes natives Java, et que tout ça, au runtime, est bindé dynamiquement avec Bridge, qui est, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent JNA. Bridge est une alternative à JNA. Et qui est assez compétitif en termes de performance avec même JNI dans certains cas. Alors, JavaCL fournit plus que des bindings. En C, quelles que soient les entités que vous manipulez, il faut à chaque fois, quand vous en avez plus besoin, la réaliser manuellement. JavaCL fait ça automatiquement dans des finalizers. Donc toutes les entités sont encapsulées dans des beaux objets qui désallouent comme il faut. Même dans les cas où il faut coupler ce qui reste de mémoire dans la carte graphique et le garbage collector. Parfois, la carte graphique est quasiment pleine et on n'arrive pas à allouer plus de mémoire. Mais le GC, lui, n'a aucune raison de se déclencher et de libérer les handles qui prennent de la place. Donc il y a des stratégies qui permettent de coupler ça, mais on peut quand même le faire manuellement si on le souhaite. JavaCL fournit également un cache automatique des binaires, parce que à chaque exécution, quand vous êtes obligé de compiler le code source que vous voulez exécuter, ça prend du temps. Et si vous l'utilisez pas assez pour amortir le coût, ça peut être gênant, donc c'est géré automatiquement. Et puis bon, il y a un certain nombre d'autres goodies, notamment des réductions parallèles, parce que quand on veut additionner ou faire une somme préfixée d'un gros tableau, il y a besoin d'algo un petit peu moins triviaux. Dans les goodies, il y a aussi de quoi faire des FFT, de quoi convertir des formats d'images, parce que OpenCL parfois gère pas beaucoup de formats. Il y a aussi des implémentations de matrices si vous voulez faire de l'algèbre linéaire en utilisant la carte graphique. En utilisant UJMP, qui est un super projet à propos. Enfin, il y a un petit outil que je vais vous montrer rapidement, qui permet, si je le trouve, non. Voilà, c'est fait démo. Il y a un petit outil qui permet d'éditer voilà, qui permet interactivement d'éditer des kernels de manipulation d'images, de transformation d'images, qui vient avec un certain nombre d'exemples. Donc on peut charger par exemple, je sais pas, un opérateur Sobel. Donc voilà, il y a du code qui fait l'opérateur Sobel. On peut le lancer directement depuis ce programme.
l'éditer comme on veut, voir le résultat. On peut choisir les devices sur lesquels on veut exécuter ça. On peut exécuter ça sur la carte graphique, sur le CPU, comme on veut. Et donc, juste pour vous montrer ce qu'on peut faire. Là, il y a un exemple qui est juste l'identité. Et si on veut faire des filtres totalement inutiles, on peut faire, par exemple, fois i divisé par width. Et fois x divisé par width, pardon. Et voilà, on obtient un joli dégradé inutile, mais on peut le faire. C'est quoi ça? C'est un DSL pour les transformations d'image? C'est pas un DSL, c'est carrément le code brut OpenCL tel qu'il sera exécuté. Enfin, ça permet de tester un kernel qui prend une entrée image, une image en entrée, et qui fournit, qui écrit dans une image de sortie de la même taille. On peut mettre n'importe quoi. On peut même mettre plusieurs kernels les uns à la suite des autres. Ils seront exécutés avec la sortie de l'un en rentrant dans l'entrée de l'autre. Et on peut voir ce que ça donne. On peut chaîner des filtres d'images, voir des kernels, voir ce qui se passe. Il y a des exemples qui permettent de faire du denoising, je ne sais plus comment ça marche. Ah oui, de la déconvolution, des trucs. Enfin, voilà, on peut bidouiller. Ça marche sur les images. Ça sera peut-être étendu dans le futur. C'est pas très clair que ça fait du denoising ici en fait. Voilà, bon, il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec ça. C'est juste pour bidouiller, pour tester sans avoir à lancer un IDE, sans avoir à lancer Maven, etc. On fait juste F5, à lancer Maven, etc. On fait juste F5, F5 et hop, on a la modification tout de suite. Juste un petit outil. Alors, donc maintenant que vous pensez qu'OpenCL c'est tout simple et tout beau, il y a quand même un certain nombre de pièges qu'il faut éviter, notamment le transfert de données entre la RAM et les GPU est en général assez rédhibitoire. Donc souvent, si les calculs qu'on veut faire sur la carte graphique sont pas assez complexes, le coût de transférer les données vers la carte et de récupérer les résultats peut être largement supérieur au temps de calcul. Donc ça, il faut faire très attention, il faut au maximum mettre les données le plus tôt possible vers la carte, ne les sortir qu'à la toute fin, essayer de faire les réductions directement sur la carte et faire attention à ce point-là. D'autre part, il est parfois possible de rassembler au sein d'un même contexte OpenCL plusieurs devices, mais en pratique, il vaut mieux le faire que sur les APU d'AMD qui sont sur le même chip, parce que sinon, pareil, ça fait des calculs, ça fait des transferts de données que cette fois-ci on voit même pas, c'est le driver qui décide. Ensuite, historiquement, les branchements conditionnels sont assez lents sur GPU. Donc voilà, faut éviter de faire des gros branchements if parce que voilà, ça marche très bien sur CPU, mais sur GPU, c'était pas fait pour à l'origine. Et bon, parfois il y a besoin de tests d'arrêt, comme on a vu dans l'exemple, parce que un CPU, vous lui dites, je vais exécuter 1001 fois ce tableau, ou enfin 1025 fois, mettons, ce kernel, lui dit, je m'en fiche, j'arrondis à puissance de 2 supérieure, ou j'arrondis à 16 au-dessus, et il va exécuter 15 exécutions de trop, donc il faut être capable de s'arrêter avant la fin dans le code. Ou alors de s'assurer qu'on envoie vraiment toujours une taille qui correspond au device. Encore des pièges. Donc, j'ai déjà mentionné, il y a peu de formats d'image garantis, mais heureusement JavaCL vient un petit peu à la rescousse et essaie de faire des conversions utiles là-dessus. Et il y a parfois des cartes graphiques qui n'ont pas la même endianness, alors je ne sais pas comment on dit en français, la même endianness que le système hôte. Donc par exemple, les Radeon sont Big Endian, alors que les x86 sont Little Endian. Donc bon, pareil, JavaCL essaie de faire ce qu'il faut pour que ça marche. Parfois, il y a besoin d'en prendre compte. Et enfin, dernier piège, Apple qui a pourtant poussé OpenCL, on est toujours à OpenCL 1.0. Donc, bon, ça limite un petit peu le côté cross-platform si on veut bénéficier des nouvelles fonctionnalités. Et ça marche très bien en 1.0. Enfin, ouais, pour arriver aux performances maximales, oui. Pour faire un petit peu des choses un peu portables, JavaCL de base en lui-même ne gère pas l'aspect si je peux profiter de choses alors je le fais, si j'ai pas à ma disposition alors tant pis, mais dans l'appel vous faites un code unique ou tout. Si, en fait, ce que fait JavaCL, c'est qu'il JavaCL implémente les fonctionnalités de OpenCL 1.1 et jette des exceptions de Not Supported in this Implementation dès que ça n'existe pas. Et on peut tester à l'avance si une fonctionnalité donnée existe ou pas, on peut tester la version. Donc
Donc ce qui est conseillé, c'est de se limiter à OpenCL 1.0, parce que c'est le seul code qui sera vraiment portable, mais on peut aller en OpenCL 1.1, et 1.2, c'est pas encore assez répandu pour justifier. Les bindings sont faits sur OpenCL 1.2, mais l'API expose surtout du 1.1. Enfin, voilà. Donc oui, pour tirer le maximum des performances, ça peut être un peu compliqué parfois, parce que sur GPU, il faut tenir compte du fait que les exécutions sont regroupées dans des computation units, qui disposent d'une mémoire locale, qui peuvent se synchroniser les unes les autres, et parfois on a plusieurs GPU, il faut pouvoir gérer la charge, ça OpenCL ne le fait pas tout seul. Et enfin, quand on a des réductions associatives ou des algorithmes un peu récursifs, il faut savoir chaîner les exécutions de façon pyramidale. Enfin, il y a plein de choses intéressantes à faire. Mais même si on ne chasse pas la performance à fond, il y a du speed-up à obtenir avec du code simple. Aussi étonnant que ça puisse être. Donc voilà, donc JavaCL, c'est dispo sur les plateformes habituelles. On vient de parler du niveau de compatibilité OpenCL. Donc OpenCL, c'est assez simple, mais la tentation est grande de le rendre encore plus simple, notamment d'éviter d'écrire les kernels en C, parce qu'on est des développeurs Java pour la plupart. Je sais pas en fait ce que vous êtes. Mais et d'autre part, on a parfois envie de cacher la synchronicité, quitte à perdre des performances. Alors, dans cette optique-là, il y a deux projets, je dirais principaux, mais enfin il y en a probablement d'autres. Il y a Aparapi qui est poussé par AMD, qui permet d'écrire en Java son code, son kernel, et c'est automatiquement converti en OpenCL. Ça a comme inconvénient que ça cache beaucoup de détails, notamment vis-à-vis des transferts de données. Et puis il y a ScalaCL, que je vais vous présenter très rapidement après, qui n'a pas encore le soutien d'un géant de l'IT. Donc ScalaCL, qu'est-ce que c'est? Ce sont des collections Scala asynchrones, dont les opérations et le stockage sont toutes dans le monde OpenCL. Enfin toutes, quasiment toutes. Donc pour ceux qui connaissent, qui connaît un petit peu Scala ici? Tout le monde? Quasiment. Ok, très bien. Donc voilà, map, filter, sum et bientôt reduce, enfin c'est expérimental, sont supportés par ces collections-là et sont faites sur la carte graphique en utilisant une traduction de Scala vers OpenCL qui est faite pendant la compilation par un plugin de compilateur. Alors, pour les 3-4 qui ne connaissent pas trop Scala, en gros c'est le saint graal des langages. Il y a des tuples, il y a des collections dans tous les sens. La syntaxe est quand même assez familière et ça tourne sur la JVM, donc c'est purement compatible avec Java. Voilà à quoi ressemble un petit peu de Scala. On crée un range, enfin un intervalle, on crée une autre collection qui pour chaque i de l'intervalle associe un tuple avec un cosinus, un sinus, etc. Et puis à la fin, on fait une multiplication de chacun des termes de ce tuple et on additionne le tout. Ça, c'est du Scala. Et donc, du ScalaCL, si on veut que ça marche sur la carte graphique, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute, on ajoute ça. Et ça s'exécute sur la carte graphique, directement. Alors, vous pouvez ne pas me croire, donc je vais vous montrer ça. Donc, j'ai un petit projet SBT. Pourquoi il n'y a pas un implicite sur les intervalles Ça serait cacher trop de choses. Un implicite sur les intervalles, c'est une bonne idée, mais le parti pris de... Ouais, non, mais c'est une piste que j'ai étudiée, mais le problème, c'est que le parti pris, c'est de ne pas trop cacher de choses à l'utilisateur. C'est que quand on fait un transfert de la mémoire, de la RAM ou du monde Java vers le monde OpenCL, il faut que l'utilisateur en soit conscient, parce que ça a un coût. Et si on lui cache ce coût, il ne sait pas d'où viennent ces chutes de performance, il sait pas... Donc, il n'y a pas de conversion implicite de données. Il y a toutes sortes de conversions explicites, donc .cl, to CL array, to array. Enfin, c'est des vraies collections, donc on peut transformer dans n'importe quel type. Si on obtient un type Scala, on sait que c'est dans le monde Scala. Mais tout transfert de données doit être explicite. C'est la philosophie de ScalaCL. Donc, laissez-moi vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, j'ai mis ScalaCL en mode verbose. Donc, on va voir passer plein de choses. Ne vous alarmez pas. Donc, on va juste importer. On va mettre une console, peut-être. On va juste importer ScalaCL. On va importer également math, parce que ça peut être utile.
Et on va créer, alors il y a des implicites quand même, hein, mais ce n'est pas des conversions implicites. Implicite val context égale à context best. Alors là, il va nous choisir quoi? Il nous a choisi la carte graphique, la GeForce. On aurait pu lui dire, bah tiens, je veux celui qui a le best double support. Oups. Et là, d'un seul coup, ça devient le Core i7, parce que ma Nvidia est pas très bonne en double. Et donc, bah, ça tombe bien, parce que je voulais vous montrer des choses sur carte graphique. Donc, on va créer une petite range qui va être de 0. L'algorithme pour déterminer le meilleur truc, c'est basé sur l'interrogation des features des cartes ou Oui. par une base de connaissances? Non, c'est purement sur les features. Il y a des critères qu'on peut choisir. Par les tests? Non, c'est uniquement par ce qui est déclaré. Parce que ça serait trop de travail à maintenir une base de données là-dessus. Donc, non, c'est uniquement sur les tests. Donc, si on veut, enfin, il faut être capable soit de faire confiance aux implémentations OpenCL pour retourner une information valide, soit choisir soi-même les critères et les donner. On peut donner plusieurs critères. On peut dire je veux celle qui a le plus de compute units, j'en veux une qui gère le double, les nombres à double précision, j'en veux une qui a de préférence un GPU. Et JavaCL va utiliser ces préférences pour faire un ordre complet des devices et va utiliser un contexte comme ça. Donc là, notre range, c'est juste un paquet de 4 entiers qui disent le début, la fin, le by, enfin le step, et est-ce que c'est inclusif ou pas. Et elle vit sur la carte graphique, mais elle peut quand même s'afficher dans le monde réel. Et on peut faire des opérations. Alors par exemple, pour tout i, j'associe le fameux cos de i. Bah alors là, on va peut-être pas faire de cos parce que les doubles. On va faire i fois 2. Allez, soyons peureux. Et donc voilà. Donc, comme c'est verbeux, il y a plein de choses, mais c'est pour vous montrer. Donc, on obtient un CL array qui contient bien les i fois 2, et il nous a affiché les opérations intermédiaires. Donc, il a converti le corps de la lambda en une forme intermédiaire qu'il a après utilisé pour créer des kernels, des kernels qui font les opérations et qui donc ça, c'est une fonction Scala CL qui peut être appliquée à n'importe quel type de données, donc à je vais vous en parler juste après. J'aimerais bien avoir... Ah, voilà. Oups. Désolé. Ah. Voilà, bel effet démo. Donc oui, Scala CL possède trois types de collections, pardon. Donc les ranges, les tableaux et les tableaux filtrés. Les tableaux filtrés sont juste des tableaux qui ont été filtrés, mais qu'on n'a pas compactés encore parce que la compaction peut s'avérer coûteuse. C'est un petit peu pas de chance là. Je vais juste relancer la présentation, je suis désolé. Donc il me reste qu'une minute, ça risque d'être un peu short, mais donc voilà. Donc voilà, il y a ces trois types de données, trois types de collections. Et il faut savoir que ces collections sont asynchrones, alors qu'elles ont l'air synchrones, comme en Scala. Donc par exemple, dans ce cas-ci, le résultat, à la fin de la ligne 2, n'est pas encore calculé. Et Scala CL va savoir implicitement qu'il faut attendre avant d'écrire dedans. Et qu'il faut attendre que les opérations soient effectuées. Donc ça, c'est une des particularités de Scala CL. La deuxième, c'est que on traduit du Scala en C. C'est pas franchement similaire à première vue. Donc il y a certaines limitations, notamment on ne peut pas vraiment utiliser de classe, à part les tuples. Et donc le code, le compilateur, va éliminer les tuples, va éliminer tout code objet, y compris ça, parce que ça c'est du code objet. C'est en fait traduit en ça par Scala. Donc c'est réécrit par le compilateur, par le plugin de compilateur
en une boucle while qui ne contient pas d'objet. Et au final, ça permet la conversion en OpenCL, mais ça rend également le code Scala plus rapide en général. Donc ça a une portée plus grande que celle du GPGPU. On peut aussi aller plus vite, on peut combiner plusieurs opérations et réécrire tout ça en une boucle quand les fonctions s'y prêtent. Et donc actuellement, c'est encore à l'état de prototype, mais il y a un sous-ensemble qui s'occupe de l'accélération généraliste de Scala qui marche, qui est utilisé même par certains téméraires en production. Et donc voilà, il y a plusieurs fonctionnalités expérimentales qui sont en cours de développement, notamment les réductions, parce que bon, c'est un peu compliqué. On peut pas faire de reduce left ou de reduce right vraiment en parallèle, parce que bon, c'est ordonné. Mais par contre, quand on peut détecter qu'une fonction est symétrique sur ses arguments, une fonction de réduction, on peut le faire directement sur la carte graphique. Donc il y a toutes sortes de travaux sur le compilateur pour permettre ça. Et là, le focus aussi, c'est les macros de Scala 2.10, parce que ça permet plein de nouvelles choses. Voilà, donc ne laissez pas votre GPU se tourner les pouces. Et vraiment, avec OpenCL, vous pouvez continuer le moto de Java, écrire une seule fois et faire tourner partout avec des performances. Petite question ? Merci. Alors des jeux, non, mais il y a un projet qui s'appelle OpenWorm, qui vise, alors c'est un projet scientifique qui vise à simuler le comportement d'un nématode, donc un petit ver dont par chance tout le système nerveux a été cartographié par les scientifiques déjà, genre il y a 200 neurones ou un truc comme ça, et donc ils font des simulations physiques et des simulations de réseaux de neurones en utilisant OpenCL, en utilisant JavaCL, et il y a des chercheurs qui utilisent ça. Je sais pas vraiment toutes les applications qui sont faites avec, mais JavaCL a principalement un public de chercheurs actuellement. Si vous êtes prêt à développer un moteur physique avec JavaCL, j'en suis persuadé, ouais. Mais ouais, quelqu'un a un budget peut-être. Quelles autres questions? Je suis sûr qu'il y a des questions. Non? Oui? Oui. Oui. Ça crée le transfert. En fait, ça crée la collection dans le monde OpenCL, ça alloue les buffers, et ça lance une copie en background. Et alors, si c'est une collection immutable, ça va être en background. Si c'est une collection mutable, ça va être bloquant. Et donc voilà. Et après, il faut quand même exécuter. D'autres questions? Ouais? Ouais. Alors, oui, on peut allouer de la mémoire dessus, on peut allouer des tableaux, on peut, dans certaines conditions, faire du memory mapping, donc du DMA. Pardon. Je serai dispo. Merci beaucoup pour votre attention et excellent Devoxx.